Je venais d'obtenir ma licence de droit à la faculté de la Sorbonne, dans le 1er arrondissement de Paris, et n'avais plus qu'une seule idée en tête, préparer mon départ en vacances. Mes pieds en avaient assez d'arpenter le bitume usé de la capitale, et mes pauvres poumons, saturés de gaz d'échappement, me réclamaient de l'oxygène depuis un bail. Quant à mon cerveau, il était tout simplement à la limite de l'implosion, à force d'avoir emmagasiné toutes ces lois par cœur durant 3 longues années d'apprentissage acharné. En fait, mon organisme tout entier ressentait le besoin viscéral de respirer un air plus pur, plus lointain, plus sauvage. Depuis quelques mois déjà, pour me changer les idées avant les examens, je surfais sur internet et visionnais des vidéos sur les techniques de survie en milieu naturel. J'apprenais en théorie différentes méthodes pour allumer un feu ou construire un abri de fortune. Grâce à une armada de youtubeurs passionnés, le virus du survivalisme m'était tombé dessus comme une envie pressante. Et comme dans ces moments-là, il m'était impossible de m'arrêter en chemin, et n'avais plus d'autre choix que d'aller au bout de ma nouvelle passion. Mais je n'avais pas pris ce voyage à la légère, et à l'instar de mes lointains ancêtres préhistoriques, je décidai d'emmener avec moi le moins d'artefacts possible. Car pour me couper radicalement du monde moderne, je devais revivre comme un homme du passé, en me débarrassant de tout le superflu inutile qui gravitait autour de mon existence. Donc, inspiré par l'enseignement de mes maîtres numériques, je respectais scrupuleusement la règle des 5 C. Couvrir, couper, combustible, contenir et cordage. Et n'emporter avec moi que le strict minimum, mais néanmoins nécessaire à ce mode de vie archaïque. Je mis des semaines à préparer mon sac de survie, mais au final, parfaitement rangé dans mon barda, s'entassait une bâche, un couteau de chasse, un fire steel, un instrument pour faire des étincelles, une gourde en métal remplie d'eau et des filins. Je rajoutais pour l'hygiène un savon d'Alep, une brosse à dents et quelques vêtements de rechange pour que mon équipement soit complet. Prise à son insu dans la tempête des préparatifs, j'avais réussi à persuader ma copine de se joindre à l'aventure. Elle suivait des études de botaniste à l'université de Jussieu et rêvait secrètement de se frotter au terrain depuis un moment. L'occasion était trop belle pour la laisser filer, et ses connaissances sur le monde végétal seraient un atout supplémentaire face aux épreuves qui nous attendaient en pleine nature. Anaïs se prêta au jeu et prépara un sac de voyage minimaliste rempli juste d'affaires propres et d'une trousse de toilette. Nous étions prêts pour la grande aventure. Jour 1. J'avais choisi Mayotte, une île française de l'archipel des Comores, d'un océan Indien, pour plus de facilité logistique et administrative. C'était notre première expérience dans ce domaine, et j'avais préféré jouer la carte de la prudence. À peine sorti de l'aéroport de Pamandzi, et après 10 heures de vol, je demandai à un taxi de nous emmener à la marina la plus proche. J'avais tellement hâte de m'isoler sur une île déserte, que j'ai cherché un bateau à la place de la classique chambre d'hôtel. Je voulais passer ma première nuit sous les tropiques, à la belle étoile, et mon accompagnatrice compréhensive n'avait pas voulu gâcher mon plaisir. Pourtant, elle avait bien essayé de négocier pour la première nuit, rêvant secrètement d'une suite luxueuse avec spa et petit déjeuner au lit. Anaïs avait plaidé sa cause avec l'habileté d'une avocate, en énumérant toute une panoplie d'arguments en sa faveur. D'abord, elle prétexta la fatigue de l'avion, mais je restais insensible à cette approche trop simpliste. Alors elle continua sa plaidoirie en privilégiant le bon sens, qu'elle résuma avec cette simple phrase « Un départ matinal le ventre plein était préférable à un estomac vide s'aventurant vers l'inconnu en milieu d'après-midi. » C'était plus raisonnable, je n'en doutais pas une seconde. Mais dès le départ, je l'avais prévenue que je ne céderais à aucun caprice. Elle n'insista plus, et se résigna à notre plan initial, impatiente tout de même d'en découdre avec les éléments. Mayotte regorgeait de petits îlots, et nous nous étions mis d'accord sur celui de Bandrélé, à cause de sa taille moyenne et sa facilité d'accès. Situé à quelques milles nautiques de la capitale, au sud de la Grande Terre, il possédait en outre une petite plage pour installer notre bivouac, donc l'endroit idéal pour tester notre adaptation en terrain hostile. Le taxi nous déposa au port de Dzaoudzi, la première étape de notre périple. Je trouvai facilement une petite embarcation de pêcheurs qui nous emmena, moyennant finance, vers notre destination finale. À bord de la vedette rapide qui survolait la barrière de corail, je humais les embruns salés, heureux comme un adolescent qui découvre l'intimité d'une femme pour la première fois. Quand le pilote voila mon euphorie
en engageant une discussion sur la situation actuelle du pays. Il nous parla du contexte géopolitique de la région et de l'île voisine indépendante d'Anjouan, où la misère omniprésente poussait ses habitants les plus pauvres à débarquer clandestinement au hasard de la nuit sur les plages du département français. Selon Abdallah, il fallait surtout se méfier des passeurs, qui voyaient d'un mauvais œil d'éventuels témoins de leur odieux trafic. L'ombre de la vigilance avait pâli les gaies couleurs de l'aventure, mais les nuages se dissipèrent vite, quand mes yeux se posèrent enfin sur notre aire de jeu paradisiaque. La petite anse de l'îlot Brandrélé nous ouvrait les bras, prête à nous accueillir en son sein protecteur. Nous nous jetâmes dans l'eau à mi-cuisse, en promettant aux jeunes pêcheurs de faire attention. Avant de les laisser regagner la civilisation, on se mit d'accord sur les modalités du retour. Ils viendraient nous chercher dans 4 jours à l'aube. Il était aux environs de 17 heures, et sous les tropiques, la nuit arrivait vite. Mais pris de flemmardise aiguë, le courage me manquait pour fabriquer notre campement. Le ciel déclinait à vue d'œil, mais l'absence de nuages rougeoyants à l'horizon indiquait clairement une nuit sans orage, donc il n'y avait aucune urgence. Après une rapide prospection des lieux alentours, je ne trouvais pas assez de branchages pour alimenter un foyer digne de ce nom, et il était trop tard pour partir en excursion. J'arrachai quand même quelques feuilles à un cocotier en guise de matelas et de drap. La couche était prête. Il ne restait plus qu'à trouver à manger. On entrait dans le vif du sujet dès les premiers soirs, sans préliminaire. La nuit tomba sans prévenir, et déjà résigné à me coucher à jeun, je m'allongeai sur ma couche piquante et humide. Anaïs, un air malicieux suspendu au visage, plongea la tête dans son sac, et en sortit tout naturellement 2 boîtes de sardines. Un tantinet contrarié, je lui rappelai gentiment les raisons de notre expédition, et lui reprochai ses petites cachotteries. Mais elle me jura qu'elle n'avait emporté que 2 conserves en cas de coup dur. J'avais faim aussi. Et j'oubliais tous mes principes, quand elle me tendit le rectangle en ferraille dégoulinant d'huile. Je ne lui en voulais pas, au contraire. Le simple fait d'être présente sur cette plage à mes côtés me prouvait son amour inconditionnel. J'avais même été surpris au départ sur son engouement à vouloir m'accompagner dans ce voyage naturaliste, elle qui aimait plutôt les palaces parisiens et les restaurants chics. J'avais eu peur qu'elle ne s'adapte pas à cet environnement inconnu et hostile, sans comprendre ma démarche existentielle. Cette nécessité de ne faire qu'un avec la nature, de retrouver mes racines humaines oubliées afin d'échapper pour un temps aux lois et aux pressions de l'homme civilisé. Inconsciemment, je voulais ressusciter le gène néandertalien de mes lointaines origines et vivre au jour le jour, sans me préoccuper du lendemain. J'espérais me réapproprier les capacités physiques extraordinaires du chasseur-cueilleur, profondément enfouies dans mon ADN, et reconnecter mon cerveau reptilien dans le seul but de me nourrir, de m'abriter et de me reproduire. Mon corps et mon esprit désiraient s'unir vers un objectif commun, la métamorphose de l'être humain décadent que j'étais devenu en animal primitif en parfaite symbiose avec la nature. Par précaution, je rationnai le contenu de la gourde et nous bûmes chacun 2 petites gorgées à la fin du maigre repas. Les yeux collés aux étoiles, plus brillantes que jamais dans une nuit vierge de pollution lumineuse urbaine, je respirai profondément la béatitude du moment. Puis je sentis la main experte d'Anaïs recouvrir mes testicules. Je me tournai vers elle pour l'embrasser, en lui glissant à mon tour les doigts dans notre jambe. Nous fîmes l'amour avec tendresse. Puis, assommés de fatigue, nous nous laissâmes emporter dans les limbes du rêve. Jour 2. Un cri strident perça l'aube et me réveilla en sursaut. Les cheveux ébouriffés, Anaïs jurait qu'une chose poilue et visqueuse, grosse comme un chat, était blottie contre elle. Son hurlement l'avait fait fuir, mais elle était encore sous le choc. Je la rassurai en lui disant que c'était un animal nocturne frigorifié qui avait dû se mettre au chaud pour la nuit, et qu'une fois l'abri construit et le feu allumé, il ne reviendrait pas. Elle semblait à moitié convaincue, mais n'arrivait plus à dormir. De mon côté, j'avais passé une sale nuit à me battre contre les moustiques et les fourmis, menant un combat acharné contre ciel et terre, aussi inutile qu'épuisant. On se leva en même temps que le soleil, et on profita de la fraîcheur matinale pour partir en expédition. Le centre de l'île était plus boisé, et fournissait le matériel de construction idéal et un parfait combustible, et à force d'aller-retour, un tas de bois considérable commença à s'empiler sur la plage.
À midi, nous avions une quantité suffisante de branches pour fabriquer notre havre de paix avec la lumière en prime. Je déplaçais de plusieurs mètres l'endroit du campement afin d'éviter la fourmilière de la nuit précédente et commençais à m'occuper de l'échafaudage de la cabane en plantant dans le sol les plus gros rondins de notre collecte. Je me servais du tranchant de la lame du couteau comme une hache et taillais de larges pointes aux extrémités pour leur garantir une meilleure pénétration dans le sable. Puis de la même manière, je découpais des entailles dans les poutrelles afin de mieux assembler la charpente du toit. Quand l'ossature fut parfaitement en place, j'ai fixé le tarp à l'aide de cordelettes et couvris l'ensemble avec de longues feuilles de cocotier pour améliorer encore l'imperméabilité. Au bout de 2 heures d'un travail harassant, sous la chaleur de la mi-journée, je contemplais enfin mon œuvre achevée avec fierté, puis aller rejoindre ma belle sirène dans la mer pour laver la poussière et la sueur. Nous trouvâmes pour déjeuner 2 noix de coco un peu vieilles qui nous procurèrent un jus aigre et de la pulpe sèche un peu ronce. Ce n'était pas très bon et un peu léger comme repas, mais c'était suffisant pour nous donner la force d'aller à la pêche. Je comptais bien prouver à ma douce aventurière mes capacités à subvenir aux besoins primaires de l'homme. Pour ajouter du piment à cette mission, elle avait lancé un concours entre nous, dont sortirait vainqueur celui ou celle qui ramènerait le plus gros poisson pour ce soir. Donc chacun dans son coin, nous nous mîmes à la tâche. J'avais fabriqué une lance en attachant mon couteau à l'aide de cordes restantes sur une longue tige de bois, et ainsi armé, je choisis comme lieu de chasse le littoral en contrebas du campement. Anaïs partit à l'opposé, une fine baguette pointue à la main, vers les falaises et les amas rocheux volcaniques qui bordaient le sud de l'île. Je jubilais intérieurement, j'avais gagné d'avance. J'ai longé la grève, à l'affût de la moindre proie, quand j'aperçus 2 petites pastenagues qui batifolaient dans 50 cm d'eau. Je serrai plus fort l'arme de jet et m'avançai avec précaution vers ma première cible, car je redoutais la piqûre venimeuse de son aiguillon dentelle. Je pris donc bien soin de contourner le dangereux appendice caudal et jetai de toutes mes forces ma sagaie en visant le corps et aplati d'une des raies. Je la manquai et elle s'éloignait d'un coup d'aile. Je reculai dans un réflexe incontrôlé et marchai malencontreusement sur la deuxième, qui, curieuse, s'était rapprochée de mes orteils, se demandant à quelle race de poisson j'appartenais exactement. Une fulgurante douleur me brûlait à la cheville. Elle avait entaillé ma peau avec sa queue barbelée, et le poison commençait déjà à s'insinuer dans mon corps. J'avais l'impression qu'on me plantait un clou dans le pied, mais je savais comment calmer ce mal lancinant. Je l'avais vu sur une vidéo du web. Sans perdre un instant, je sortis de l'eau, j'enlevai mon short, et me mis à pisser sur la plaie ouverte. Le venin thermolabile était sensible à la chaleur, et quelques secondes après m'être uriné sur le pied, j'attendais que ça se calme. Et j'aurais pu patienter la journée entière, je souffrais toujours le martyre. J'abandonnai alors la partie et rentrai en campement en boitillant, bredouille et envahi par la déception. Anaïs m'attendait déjà. Elle avait ramassé un petit crabe qui ne demandait qu'un bon feu pour être cuit à point. Elle me questionna à propos du sang sur ma jambe, et je lui aurais raconté un bobard, du genre je m'étais cogné sur un rocher. J'avais trop honte de lui dire la vérité. Elle me balançait sous le nez son ridicule trophée, en le tenant par une pince, et la tête légèrement oblique m'invitait à reconnaître ma défaite. De mauvaise foi, et en bon licencié de droit, je lui précisai qu'elle n'avait pas respecté les termes du défi. Elle avait parlé de poissons et non de crustacés, donc il n'y avait pas de gagnant. Elle m'envoya balader en me jetant le fruit de sa victoire aux pieds et en me signalant au passage qu'elle était affamée. La nuit enveloppait déjà le ciel de son manteau sombre. Il était temps d'accomplir l'acte sacré qui transforma l'animal en homo sapiens. Je raclai la tige de magnésium avec mon couteau et obtins de belles étincelles. J'étais ravi de la performance de mon outil. Pourtant, après plusieurs minutes d'acharnement, je n'arrivais à enflammer aucune brindille. Mon amie me regardait faire, sans me juger, juste avec de l'espoir dans le regard. Elle désirait ce feu, l'unique rempart disponible contre les indésirables bestioles nocturnes. Puis nous avions une soupe de fruits de mer à préparer. Au bout d'1 heure, j'abandonnais tout espoir, déçu encore une fois. J'étais un piètre homme des cavernes. Des milliers d'années me séparaient de mes ancêtres préhistoriques et le chemin promettait d'être long et laborieux pour rapprocher nos deux espèces. Anaïs
Anaïs semblait aussi désappointée que moi en croquant dans la petite pince crue qui gesticulait encore. De mon côté, j'essayais d'aspirer le jus iodé de la carapace comme je pouvais. C'était infect et écœurant. Mais il était important d'ingurgiter sans rechigner le peu de protéines disponibles, même si cela avait un goût d'algue désagréable. Nous n'avions plus de réserve secrète sous la main, et donc uniquement dépendants de nos capacités à récolter de la nourriture. Et pour l'instant, c'était plutôt un fiasco. Nous bûmes les dernières gorgées de la gourde pour éliminer l'amertume sur nos langues, et on se mit au lit avec nos gargouillements. La deuxième nuit fut encore plus dure que la première. La nuée de moustiques s'était densifiée, comme si tous les insectes de l'île s'étaient donné rendez-vous dans notre cabanon. Il s'était passé le mot qu'une généreuse source de sang avait débarqué sur leur terre aride, et ce genre d'offrande était rare dans le coin. Ils profitaient alors du moment présent et s'en donnaient à cœur joie, jouissant de cette éphémère corne d'abondance. Anaïs ne paraissait pas souffrir de ces indésirables volatiles. Elle dormait comme une masse et semblait épargnée par les piqûres, protégée par la grâce divine. De mon côté, je passais la nuit à tenter de repérer mes soucis nocturnes à l'aide de mes organes auditifs, les mains prêtes à jaillir comme des enclumes, pour écraser entre mes paumes leur corps frêle et ridicule. Mais un autre bruit plus inquiétant me détourna de ma phobie. À travers le vrombrissement incessant des ailes de diptère, je crus entendre dans le lointain des vagues le ronronnement caractéristique d'un moteur hors bord. Je me rappelais les mises en garde d'Abdallah, le pilote de notre vedette, et mon cœur s'emballa à l'idée de voir arriver sur la plage une dizaine de clandestins hagards et désemparés. Quelle serait leur réaction s'ils nous voyaient couchés là? Ils penseraient peut-être avoir affaire à la police en faction, et de peur de se faire arrêter et rencontre chez eux, préféraient nous faire disparaître. Et si les Comoriens ne s'en chargeaient pas, les passeurs le feraient à leur place, sachant qu'ils risquaient encore une peine plus lourde. L'oreille collée à la mer, et mon pouls rapide accentuant mes sens, je tentais de suivre avec Louis le parcours de la barque illégale, qui, à ma grande satisfaction, sembla s'évanouir vers le large. Rassuré pour un temps, j'essayais de me rendormir en m'étoufflant tout entier dans ma couette végétale protectrice. Jour 3. La bouche pâteuse et les yeux boursouflés de fatigue, je me levai rejoindre Anaïs qui ramassait des feuilles de plantain à la lisière de la forêt pour soigner ma blessure. Elle avait l'air en forme, sifflotant comme une personne insouciante qui a passé une bonne nuit de sommeil. Ce n'était pas mon cas. Les insectes et mon pied douloureux m'avaient dérangé une bonne partie de la soirée, et je me gardais bien de lui parler du bateau que j'avais entendu naviguer près de la plage. Je ne voulais pas gâcher sa bonne humeur, mais nous avions un problème urgent à régler aujourd'hui. La gourde était vide, et l'eau était l'élément le plus indispensable à notre survie. On ne jouait plus. La faim était désagréable, mais supportable. La déshydratation, elle, était mortelle. Donc après la baignade, salée quotidienne, nous lançâmes notre deuxième expédition au cœur des terres inconnues de notre nouveau refuge. Nous ne nous étions pas aventurés trop loin la première fois, car les matériaux de construction et de combustion obligatoires pour notre installation étaient lourds et encombrants. Cette fois-ci, nous étions à la recherche d'eau et de nourriture, donc nous pouvions nous éloigner davantage. Sac sur le dos et couteau à la main, j'avançais dans la forêt sèche en prenant garde où je mettais les pieds, car je n'étais pas encore totalement guéri et ne voulais pas rajouter en plus une entorse à ma cheville déjà douloureuse. Mais malgré mon état déplorable général, j'étais heureux de marcher dans la savane, l'arbre à la main, à la recherche de ma subsistance. Anaïs s'avéra être beaucoup plus adaptée à la vie sauvage que je ne l'aurais cru. Elle ne se plaignait jamais, trouvait de quoi manger et dormait bien. Elle se débrouillait mieux que moi à tous les niveaux, et je commençais à être un peu jaloux de son évidente supériorité. Je me promis intérieurement de renverser cette situation gênante dès que possible. Et comme pour m'aider dans mes nobles intentions, un grand bananier se dressa subitement devant moi. J'appelai ma compagne, fou de joie, et lui montrai ma fabuleuse découverte. Même si aucun régime ne courbait ses larges feuilles, j'étais sur le point de prouver ma capacité d'autosuffisance. Je souriais en tranchant de plusieurs coups secs la base du bulbe, et une fois sectionnée, je demandai à mon amie d'ouvrir grand la bouche. Elle s'exécuta, perplexe, et fut bien étonnée de voir couler un mince filet d'eau claire et fraîche provenant de l'intérieur du tronc. Je tâchai de garder le réservoir végétal bien droit,
pour ne pas en perdre une goutte, et m'en verser une bonne rasade à mon tour. Quel bonheur de sentir ce liquide revigorant, chargé d'oligo-éléments, inonder nos cellules desséchées. L'espoir renaissait. La nature ne nous avait pas abandonnés. Elle nous aidait enfin à survivre, au moment précis où nous nous étions complètement détachés de nos anciennes habitudes. Plus d'eau du robinet, plus de nourriture industrialisée, plus rien que nous-mêmes. Puis un miracle n'arrivant jamais seul, Anaïs découvrit au détour d'un sentier un arbre gigantesque. Je n'avais jamais vu un tel spécimen, et je me demandais si les grosses boules vertes qui pendaient mollement aux branches étaient comestibles, comme elle me l'affirmait. L'étudiante botaniste me lança un regard en tirelire qui répondait clairement à ma question. Puis elle ajouta avec une pointe de moquerie qu'accompagné d'un beau poisson et cuit au feu de bois, c'était un excellent féculent. Alors à l'aide de Pierre, nous réussîmes à décrocher quelques fruits mûrs qui s'écrasèrent au sol et que je rangeai aussitôt dans mon sac. Nous voulions atteindre le sommet culminant pour avoir une vue panoramique de notre oasis, et bientôt nous fûmes récompensés de nos efforts. Le tableau était splendide, l'océan à perte de vue, avec comme seule tâche la barrière de corail encerclant la côte mahoraise d'un bleu vif. En tournant sur nous-mêmes, nous pouvions faire le tour de l'îlot en 3 secondes. Nous nous amusions à ce petit jeu, quand ma pupille se focalisa sur un détail caché dans des arbustes. Je pointai un doigt vers les épineux, pour le signaler à ma belle derviche, qui rata net sa transe et faillit tomber le cul par terre étourdi. Je la retenais dans mes bras, et après m'avoir longuement embrassé, elle me suivit vers l'amas rocheux que j'avais découvert. En m'approchant du site, je fus tout de suite saisi par la cohérence de l'imbrication des moellons. Il n'y avait aucun doute, la main de l'homme avait façonné ce mur, et en dégageant les ronces qui l'enveloppaient, je découvris une petite enceinte rectangulaire formée de 4 parois. Cette découverte ne plaisait pas à Anaïs. Ça lui faisait penser à une sépulture oubliée, et elle me priait de ne pas m'en approcher. Je ne croyais pas à ces histoires de tombeaux souvent associées à des malédictions démoniaques. Alors sans l'écouter, je continuais à arracher les broussailles, quand par mégarde, une pierre tomba sur ma cheville et vint frapper l'endroit exact de ma blessure. Je hurlai de douleur. Et emporté par la colère, je balançai avec mon autre pied encore valide un puissant coup dans le parapet branlant. Celui-ci ne résista pas à ma violence soudaine et s'effondra sur lui-même. Un petit nuage de poussière se dispersa dans l'air en même temps qu'une étrange odeur âcre. Je regrettai aussitôt mon geste, quand Anaïs me lança un regard rempli de désarroi. Ses yeux m'accusaient d'avoir profané ce lieu éternel sacré, mais pour moi ce n'était qu'un enchevêtrement de pierres perdues sur un grain de sable flottant dans l'immensité océane. Elle redescendit pourtant fâchée au campement, sans m'adresser la parole pendant toute la descente. Nous passâmes le reste de la journée à tenter d'attraper le plat principal de notre dîner. J'avais observé que souvent des poissons de petite taille et de taille moyenne se rapprochaient du rivage, mais dès que j'essayais de les transpercer avec ma lance, ils s'enfuyaient vers le large. Il fallait trouver un système pour les empêcher de repartir vers les profondeurs. Alors j'imaginais une invention machiavélique pour les piéger. Je m'enfonçais dans l'eau jusqu'aux genoux et commençais par planter des pieux, pointe dans le sable, que j'habillais de branchages pour rendre la structure infranchissable. La clôture, une fois terminée, ressemblait à la lettre M majuscule vue du ciel. J'avais simplement laissé une ouverture au niveau du creux central, en espérant que les nageurs farouches se laisseraient abuser par ma ruse. Il ne restait plus qu'à attirer notre menu potentiel dans la nasse en ratissant le bord de la plage. Anaïs s'affaira à cette tâche, tandis que j'attendais en embuscade avec la barrière amovible à la main. En effet, l'idée était simple. Une fois nos amis à écailles à l'intérieur de l'enclos, il suffisait de refermer la porte et de les ramasser tranquillement à la main. Au bout de quelques heures à peine, notre première prise fut capturée, une magnifique et juteuse dorade rouge. Je proposai à ma compagne de retenter le feu plutôt que d'habitude, pour ne pas être pris de court par la nuit. Cette fois-ci, je sentais que j'allais réussir, alléché par la promesse de la grillade. Au préalable, j'avais récupéré toutes les vieilles coques de noix de coco qui traînaient sur le sable, et je les ai filées une à une pour en faire de la bourre. Ces filaments végétaux étaient indispensables pour créer la première flamme du brasier, et m'avaient cruellement manqué lors de mes premiers essais. Donc je
Je grattai mon allume-feu près du combustible, en pelote, et bientôt une petite flamèche se mit à danser dans mes yeux incrédules. J'avais réussi. Mais ce n'était pas encore gagné. Maintenant, il fallait alimenter cet ogre boulimique et fragile de bois sec pour l'empêcher de mourir. Je posais délicatement de fines brindilles sur le foyer ardent et j'attendais qu'elles se consument à leur tour. Puis, couche par couche, j'augmentais la taille des branches jusqu'à obtenir un bûcher gigantesque qui embrassa le ciel déjà assombri par la tombée du jour. Je préparais le poisson en le nettoyant dans l'eau de mer et en l'écaillant avec mon couteau. Puis l'enfilais sur une longue tige pour en faire une grosse brochette. Anaïs s'occupait du fruit à pain, récolté dans la matinée, en le tournant dans la braise avec sa baguette fétiche, pour le cuire doucement dans sa peau. L'odeur du poisson grillé inondait nos narines béantes, et nos bouches salivaient de bonheur, devant le festin qu'elle s'apprêtait à engloutir. Disposés sur une feuille de bananier, la dorade cuite à point et le fruit à pain noirci ne tardèrent pas à assouvir l'un des besoins les plus indispensables de l'existence. Mais manger, ce soir-là, revêtait une dimension plus essentielle encore que d'habitude. On appréciait à sa juste valeur ce dîner simple, mais si bon. Chaque bouchée était unique et incroyablement délicieuse, le meilleur repas de toute ma jeune vie. Et pour le dessert, mon amie me réservait encore une de ces surprises du survivalisme au féminin. Elle avait dissimulé un peu de marijuana dans un tube d'aspirine qu'elle réservait pour les grandes occasions. Et d'après elle, le moment était opportun. Cette fois, je m'esclaffais de rire, et la serrais dans mes bras. Comment lui en vouloir? De toute façon, nous avions prouvé que nous étions capables de survivre. L'eau, la nourriture, l'abri et maintenant le feu, nous ne manquions de rien. Nous pouvions fêter cette réussite. C'était légitime. Et nous étions en vacances après tout. Anaïs chercha une feuille sèche sur le sol, roula une cigarette biscornue avec, puis se leva le joint à la main. Repu, je m'étais allongé, égrédant une poignée de sable entre mes doigts, le ressac des vagues en arrière-fond sonore, et la douce clarté des flammes éclairant son beau visage, quand elle se mit à réciter un court hymne à la vie. « On est quel jour » dit la fille. « On est aujourd'hui » répondit le garçon. « C'est mon jour préféré. » Sur ces paroles, elle s'agenouilla pour allumer le cône flasque avec une branche incandescente, avala une longue bouffée de fumée âpre et me le tendit. Je me redressai à mon tour, en me raclant la gorge, et un souvenir enfantin de mes lectures de bande dessinée de Snoopy me revint en mémoire. « On ne vit qu'une fois, dit le jeune homme. »« Faux, dit le chien. On ne meurt qu'une fois, mais on vit tous les jours. » Et je portai le pétard à mes lèvres, en appréciant la chaleur de la substance enivrante. On passa la soirée à fumer en s'abreuvant de proverbes optimistes. Puis défoncé et amoureux comme jamais, je commençais d'entreprendre ma douce compagne. J'étais surexcité. Le cannabis m'enivrait, bien sûr, mais il y avait autre chose. Comme si la vie sauvage s'était insinuée en moi et me transformait en un être plus primitif. J'arrachai ses habits avec hargne, puis je l'embrassai avidement en serrant ses seins contre moi. Elle ressentit ma colère bestiale, mais au lieu d'en avoir peur, elle lâcha prise et me laissait faire. Je sentais qu'elle était à ma merci, et je n'avais pas envie de lui faire l'amour les yeux dans les yeux ce soir, comme l'être romantique et intentionné du passé. À présent, je me sentais plus proche de Nao, le héros de la guerre du feu, mais à l'inverse de lui, je régressais au lieu d'évoluer. Inspiré par mes nouveaux instincts, je la retournai brutalement sur le ventre et la pénétrai sans lui demander son avis par l'orifice anal. Elle poussa un petit gémissement de surprise et tenta de ralentir mes assauts en repoussant mon bassin avec la paume de sa main. Mais c'était peine perdue, et je continuai ma frénésie sexuelle en bavant de plaisir. Quelques minutes après, je jouissais de toutes mes forces dans son anus dilaté, embrayant comme un loup hurle à la lune, et je m'endormis en me tournant sur le côté, en nage et hors d'haleine. Jour 4. Il faisait encore nuit noire, mais impossible de fermer l'œil davantage. Olivier ronflait trop fort, et mon anus me lançait autant que mon crâne. J'accusais le coup car c'était la première fois qu'il me prenait par derrière. Je n'avais pas détesté l'acte en lui-même, mais plutôt la manière dont ça s'était passé, car il ne m'avait pas prise avec passion, mais plutôt avec une rage et une indifférence surprenantes.
Et je ne lui en voulais pas. Je l'aimais. Alors s'il voulait me sodomiser sans prévenir sur une plage déserte de l'océan Indien, à sa guise. Après tout, nous étions venus ici pour vivre des expériences hors du commun, et sur ce point-là, j'avais été servi. Un léger craquement résonna près du feu. Au début, je crus à une branche humide, séchée trop vite par la puissance des flammes. Mais le brasier, en manque de combustible, avait considérablement réduit pendant la nuit. Je cherchais alors du regard la provenance de ce curieux bruit, en espérant ne pas avoir la visite de mon rat domestique en manque d'affection, comme le premier soir de notre arrivée. Je n'avais pas du tout envie de sa compagnie, et rien que le souvenir de ce contact lové contre moi me dressait les poils de dégoût. Alors, armé de mon pic en bois, je le surveillais du coin de l'œil, prêt à lui faire la peur de sa vie. Mais la silhouette qui s'approcha sur le sable sombre n'était pas celle d'un rongeur, mais bel et bien d'un homme. La terreur me saisit d'un coup. Je pensais tout de suite au passeur enjoinné, dont la cruauté n'avait d'égal que la cupidité, à en croire les autochtones. L'ombre s'arrêta à quelques mètres de notre abri et sembla scanner l'intérieur. Je ne voyais pas son visage à cause de l'obscurité, mais il était si près que je pouvais sentir son odeur, et elle m'était étrangement familière. Je voulais avertir mon compagnon, mais je n'osais pas bouger, titanisé par la peur. J'espérais seulement que l'effluve rauque de son souffle disparaisse de lui-même, et après une interminable minute, mon souhait s'exauça. L'effrayante apparition s'était évaporée à l'instar d'un spectre, mais encore immobilisé par la frayeur, je restais prostré dans la même position fétale en attendant le jour libérateur. Au premier rayon de soleil, je repris vie, et en me retournant, constatai avec étonnement l'absence d'Olivier. Il avait dû partir en excursion à la recherche du petit déjeuner pour se faire pardonner sa brutalité de la veille. Je me levai et partis, assoiffé, à sa recherche vers la plage. Je ne vis personne, et j'en profitai pour prendre un bain, afin de réveiller mon corps lourd et fatigué. Je me frottais avec du sable pour stimuler mes membres engourdis, et me rinçai à l'eau salée. Ça me fit un bien fou, et me procura la force nécessaire pour rejoindre la bananeraie, notre unique point d'eau potable. Aucune trace de mon ami là non plus. Je commençais à être inquiète, et je décidai de monter vers le sommet de l'île, car j'étais presque sûr de le trouver là-bas. Mon intuition ne m'avait pas trompé. Il était en train de reconstruire le mur de la maisonnette en pierre, malencontreusement démoli d'un coup de pied. En arrivant sur les lieux, épuisé et à moitié déshydraté, j'étais furieuse. Il m'avait laissé seul, avec l'arrière-train enflammé, sans rien à boire ni à manger, et lui jouait au maçon perché sur la colline. Il s'excusa mollement, le regard ailleurs, en déposant une brique de lave à la place adéquate. Puis, marquant une courte pause, il sortit de son sac une noix de coco fraîche, la trancha nette à l'aide de son couteau, et me l'offrit en guise de repas. Je l'ai bu d'une traite, guidé par un instinct égoïste et une soif ravageuse, sans prendre la précaution de savoir s'il avait déjà bu. Je lui posai quand même tardivement la question, et il me répondit par un sourire absent, toujours obnubilé par sa construction inutile. Je trouvais son nouveau hobby inapproprié à sa personnalité, car jamais il ne s'était intéressé aux travaux manuels auparavant. Il était même plutôt maladroit dans les activités artisanales, en général, et accrocher un simple cadre au mur relevait déjà du défi dans son état normal de citadin. Mais voilà qu'en pleine nature, monsieur se découvrait des talents en maçonnerie. Je ne le reconnaissais plus. J'essayais alors d'accaparer son attention en lui parlant de l'invité surprise de la nuit dernière, mais il n'écoutait que d'une oreille. Tous ses sens étaient dirigés vers un unique but, et plus rien d'autre ne semblait avoir d'importance à ses yeux que l'achèvement de son édifice. Vexé, je le laissais à ses vagues occupations de bâtisseur, et redescendais sur la plage pour réanimer le feu et chercher des aliments plus consistants que la chair de copra pour cuire à midi. Après avoir relancé la fournaise à l'aide de bois ramassés en chemin, je passais voir notre piège à poissons, au cas où un imprudent se serait aventuré à l'intérieur par mégarde. Mais il fallait être deux pour faire fonctionner efficacement la ruse, et seul je n'arrivais à rien de concluant. Je retournai alors vers les falaises, où la chance m'avait déjà souri une fois. La marée basse avait donné vie à une multitude de vasques creusées dans la roche qui regorgeaient de petits bigorneaux baveux à souhait. Je ramassai les petits coquillages incrustés dans les infractuosités humides,
et une fois ma gamelle remplie à bord, je la ramenais au campement, toute fière de ma pêche fructueuse. Je posais la marmite directement sur les braises, en rajoutant un peu d'eau de mer pour la cuisson. Une fois cuit, j'aspirais mes petits escargots de mer, un par un, en me léchant les doigts pour ne pas en perdre une goutte. Je n'avais pas attendu Olivier pour manger. S'il avait faim, il pouvait toujours lécher ses pieds, pensais-je cyniquement. Mes prises de remords, j'ai laissé quand même la moitié de ma savoureuse soupe à mon équipier, au cas où il daignait redescendre parmi les vivants. Puis à demi rassasié, je me laissais attendrir par la chaleur et la fatigue et sombrais dans une profonde sieste. Une voix me réveilla. J'avais dormi toute l'après-midi, et le soleil était déjà couché. Olivier était assis près du feu, torse nu. J'étais heureuse de le voir et de l'entendre enfin s'adresser à moi sur un ton complaisant et attentionné. Mais sa position m'indiquait clairement que je n'étais pas son interlocuteur, car elle me tournait le dos. Il chuchotait en répétant en boucle une sorte de mantra dans une langue incompréhensible. Encore troublé par mon esprit vaseux, je crus apercevoir, à l'éclair d'un instant, une ombre informe et floue dressée devant lui. Si ma vision me jouait des tours, mon odorat, lui, ne me trompait pas. Je reconnaissais la fragrance intime libérée par l'aura de cette créature dont j'avais déjà eu la visite hier, et dont je me souvenais maintenant l'origine. Quand Olivier avait démoli le mur du mausolée de la colline, une étrange émanation mortuaire avait inondé mes narines, et c'était ce même parfum putride que je sentais maintenant. Comme la dernière fois, la chose s'évanouit dans l'obscurité. J'interpellai Olivier pour lui demander des explications, mais il ne me répondait pas. Il continuait de réciter son étrange litanie. Je me levai et contournai le feu pour le voir de face. La faible incandescence des flammes éclairait son corps en clair-obscur. Et je n'interprétais pas tout de suite ce qui se dessinait devant mes yeux. Avec la pointe de son couteau, mon amoureux se taillait d'étranges symboles sur la poitrine, qui ressemblaient à une écriture archaïque où l'arabe se mêlait à des hiéroglyphes anciens. Les profondes entailles saignaient abondamment, et ses yeux révulsés paraissaient vides d'humanité. Même sa voix, gutturale et inaudible, semblait appartenir à un autre monde. Prise d'effroi, je m'enfuyais en hurlant, courant à perdre haleine le plus loin possible de ce macabre rituel. Inconsciemment, j'étais allé me réfugier à l'endroit de l'île que je connaissais le mieux, les falaises noires méridionales. J'avais repéré plus tôt dans la journée une petite grotte à l'écart, et je décidai de m'abriter à l'intérieur pour la nuit. Recroquevillé dans la cavité étroite, respirant à peine et étouffant mes sanglots dans mes mains, je tentais de trouver une explication rationnelle à ces événements impossibles, en me demandant si ce n'était pas moi qui avais basculé dans la folie. Une torche enflammée à la main, Olivier était sur mes pas. Il m'appelait d'une voix douce qui ne lui appartenait plus. Le démon avait ravi son âme, et maintenant, ils étaient tous les deux après moi. Je bougeais le moins possible, à peine secoué par un léger tremblement incontrôlable, terrifié à l'idée de tomber entre leurs mains sadiques, qui m'auraient sûrement scarifié et converti à leur divinité diabolique. Je restais cloîtré toute la nuit dans mon repère volcanique, dormant d'un seul œil, le nez morveux, et personne ne me trouva. Jour 5 et dernier jour. J'étais en hypoglycémie, en carence lipidique et en manque de protéines. Mais je devais trouver le moyen de m'enfuir de cet endroit maléfique, et la mer était la seule échappatoire. Après de longues heures de marche en traversant l'île de part en part, et sans être repéré par mes pourchasseurs, j'avais réussi à regagner l'autre versant de l'île qui me rapprochait de la Grande Terre. Par chance, un tronc de cocotier échoué ondoyait au bord des flots, et je profitais de l'aubaine. Le bois flottait bien calé sous mes aisselles, j'agitais mes jambes en cadence, et quittais bientôt le rivage et ses tourments. Je n'avais aucune idée du temps qu'il me fallait pour regagner la côte mahoraise. Je m'étais mis à l'eau sans réfléchir, juste pour sauver ma peau. Mais je regrettais bientôt cette folle initiative, car la fatigue et la soif me submergèrent d'un seul coup, et mes jambes refusèrent de bouger. Déshydraté et à la limite de l'insolation, j'arrivais à peine à m'agripper à mon flotteur, quand un léger courant de surface se leva et me déporta de mon cap. Exténué et résigné à mon destin, je m'assoupis sur mon radeau de fortune, dérivant au gré du vent et du hasard. Je sentis de l'eau dans ma bouche. Ma vision brouillée m'empêchait de distinguer des formes, mais j'entendais nettement le bruit d'un bateau à moteur.
Je me redressais difficilement, la tête aussi lourde qu'une boule de bowling. Je me frottais les orbites en m'apprêtant à remercier mon sauveteur. Je n'en croyais pas mes yeux. Au premier plan, Olivier tenait dans la main une bouteille en plastique, et au deuxième plan, Abdallah, qui, comme convenu, était venu nous récupérer 4 jours après nous avoir déposés. Immédiatement, je reculai à l'avant du bateau. J'étais prêt à plonger à nouveau pour échapper au sacrifice, car je me doutais bien où il me ramenait. Même le pilote du bateau était de mèche. Tout le monde était contre moi. Je ne pourrais jamais fuir ce cauchemar. Olivier, voyant ma frayeur, et de peur que je me jette à l'eau, se rapprocha de moi, conciliant et rassurant. Mais je n'étais pas dupe. Il essayait de m'amadouer, car je lisais bien dans son regard sa fausse compassion. Même Abdallah me regardait d'une drôle de manière, comme s'il était satisfait d'avoir participé à ma capture, gagnant ainsi la reconnaissance de son maître fantomatique. Mais je n'eus pas le temps de mettre mes desseins à exécution, car le bateau avait déjà amarré au port de Mamoudzou, la capitale. 2 hommes en blouse blanche attendaient sur le quai, et m'invitaient à les rejoindre en tendant une main amicale. C'étaient des infirmiers. Alors, rassuré et pressé de quitter les 2 acolytes ténébreux, je me précipitai dans leurs bras protecteurs. Je leur déblatérai aussitôt toute l'histoire, en les suivant dans l'ambulance garée sur le parking. Ils voulaient m'emmener à l'hôpital pour effectuer des analyses sanguines, afin d'être sûr que mon aventure rocambolesque n'avait pas affecté mon état de santé. J'aurais préféré qu'ils me conduisent dans un bon restaurant, pour commander un jus de fruits bien glacé, un steak saignant accompagné par ses frites et sa salade verte, et pour finir un café gourmand et sa farandole de dessert dégoulinant de chocolat. Mais j'étais quand même épuisé moralement et physiquement, et un check-up complet ne me ferait pas de mal. Alors je me laissais faire. Docile, je m'allongeai sur un brancard à l'arrière du véhicule, et sans prévenir, les 4 mains expertes m'attachèrent les chevilles et les poignets avec de larges sangles. Ma confiance aveugle dans ces 2 individus s'ébranla, comme s'effondre une tour, et je compris trop tard que j'étais tombé dans un traquenard. La secte diabolique avait des ramifications partout, il était impossible de leur échapper. J'entrai dans une rage folle, et un infirmier me planta une aiguille dans le bras pour m'injecter un tranquillisant. Aussitôt, je me calmai, et ma paranoïa se dissipa en même temps que la boule dans mon ventre. Cette angoisse qui ne m'avait pas quitté depuis la fameuse nuit où j'avais eu ma première rencontre avec l'étrange visiteur nocturne. Olivier en profita pour se rapprocher de la portière, encore ouverte de l'ambulance, et me promit que tout allait s'arranger maintenant, et qu'il passerait me voir demain à l'hôpital. Il me souriait, et ses yeux paraissaient inquiets et sincères. Le plus étonnant, c'est que je ne voyais plus aucune trace de ses blessures sacrificielles. La portière se referma, et la voiture démarra. Je ne savais plus quoi penser de toute cette histoire. Est-ce que j'avais rêvé? Pourtant tout avait paru si réel. Peut-être que la faim, la soif et la fatigue accumulée avaient créé ces hallucinations horrifiques. Mais je ne tardais pas à avoir une réponse à toutes mes interrogations. Un simple panneau signalétique me fit prendre conscience de toute l'étendue de mes problèmes. À travers la vitre arrière de l'ambulance, j'avais pu lire nettement, écrit en majuscules noir sur blanc, « Service psychiatrie du centre hospitalier de Mayotte ».